Inspiration. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au coin du feu pour un nouvel épisode de 154. Notre book club, comme vous le savez, c'est Jules et aujourd'hui je suis avec Gaëtan. Comment tu vas Gaëtan? Salut Jules. Eh ben écoute, la forme, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Évidemment, qui dit 154 dit nouvel ouvrage. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est plutôt ancien, puisqu'il a été écrit en 1946. Et c'est un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning. Et c'est un livre qui a été écrit par Viktor Frankl, qui est un psychologue et qui est un survivant des camps de concentration. Et donc, il a écrit ce livre qui va mélanger son expérience dans les camps de concentration et ses études en psychologie. Ok, et donc ce livre-là, tu nous parles de la quête de sens finalement pour l'homme. Ça semble être quelque chose qui est quand même assez profond, assez lourd en termes de recherche et d'introspection. Pourquoi toi, est-ce que tu as lu ce livre-là? J'ai lu ce livre déjà parce que c'est un ouvrage et c'est un auteur qui est mentionné dans énormément de livres que j'ai lus. On fait très Ok, souvent des références à Viktor Frankl dans les livres et notamment, moi, il y a une citation qui m'a donné envie de lire le livre. vas-y. Cette citation, c'est en français: «Quand une personne ne peut pas trouver un sens profond à sa vie, elle se distrait avec du plaisir». Ok, ouais, je vois. Et c'est ça qui t'a donné envie d'approfondir le sujet. C'est très intéressant. Ouais, c'est ça qui m'a donné envie d'approfondir le sujet parce que comme tu le sais, je suis un petit peu dans une quête entre, le stoïcisme et l'hédonisme, que j'en parlerai, très probablement dans un podcast, hein. Mais je me suis dit voilà, et c'est un livre qu'il faut que je lise rien que pour cette citation parce que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en savoir plus. Eh ben vas-y, du coup, dis-moi en plus. Moi aussi, j'ai envie d'en savoir plus maintenant. Dis-moi en plus. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce que tu as aimé? Quels sont les concepts que tu as découverts? Dis-moi en plus. Alors, faut savoir que le livre, en fait, il se présente, comme je disais, en 2 parties. C'est-à-dire que c'est une analyse donc d'un psychologue qui est Viktor Frankl sur le sens de la vie et dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que la première partie du livre va être dédiée au côté historique, des camps de concentration et il va décrire les conditions de vie dans les camps de concentration et comment il a pu survivre et son analyse en tant que, psychologue des différents comportements qu'il a retrouvés dans les camps de concentration. Et dans la deuxième partie, il développe du coup toute la théorie autour de la logothérapie donc qui vient de logos, le sens et donc qui est très axée sur cette, quête de sens, justement et qui en tant que solution à la plupart des maux psychologiques qu'on va retrouver, chez des personnes. Ok, et cette notion de logothérapie, c'est quelque chose que Viktor Frankl a initié, je suppose. Finalement, tu parles de quête de sens et logo, c'est le sens, et de thérapie du sens et de thérapie de comment trouver le sens en termes, quel est le sens de la vie. Euh, Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'il y a des concepts qui sont associés à ce sens de la vie? Comment il le définit, lui, Viktor Frankl, dans sa logothérapie? Alors, comme on disait, la logothérapie, en fait, donc c'est une forme de thérapie, donc une psychothérapie, qui a pour but de sensibiliser en fait une personne au sens de sa vie. C'est-à-dire que c'est considéré comme une psychanalyse qui s'oppose un petit peu à la psychanalyse freudienne qui, elle, est centrée, on va dire, sur la partie, plaisir et là, on est vraiment, sur la partie sens de la vie de quelqu'un et donc en fait, elle part du principe qu'un individu, pour être épanoui, doit prendre conscience du sens qui est présent dans sa vie, donc le sens de sa vie. Et est-ce que t'as des façons Enfin, ok, super, on découvre quel est le sens de sa vie, mais c'est bien vaste, c'est bien nébuleux tout ça. Ça veut dire quoi, découvrir le sens de ta vie? Comment tu fais ça? T'as des moyens qui sont proposés? T'as des concepts, des outils? T'as quelque chose? Ou c'est juste rester sur le balcon à boire une tisane en regardant les étoiles et en se demandant ce qu'on fait là?
En fait, Viktor Frankl, il donne 3 piliers au sens de la vie, donc 3 façons de découvrir, le sens de sa vie. Les 3 façons, c'est déjà, ben, de créer quelque chose, d'avoir une occupation, un travail qui permet d'accomplir quelque chose. C'est-à-dire que si on accomplit quelque chose par son travail, ça va donner un sens à notre vie parce qu'on va avoir un impact grâce à cette labeur. Ensuite, on va avoir le fait de pouvoir expérimenter quelque chose ou rencontrer quelqu'un et donc des grandes expériences comme ça de la vie qui vont aussi donner du sens. Et ensuite, le troisième point qu'il présente, c'est l'attitude qu'on va avoir envers la souffrance qui est pour lui inévitable. Donc on a ces trois piliers-là qui permettent, par l'expérimentation, je suppose, de comprendre et de découvrir le sens de sa vie. Mais il y a un point que tu soulignes à la fin, tu dis que la souffrance est inévitable. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce qu'il y a une notion particulière ou est-ce qu'on est vraiment dans l'idée que pour comprendre, il faut souffrir? En fait, la souffrance inévitable, elle fait partie intégrale du récit de Viktor Frankl. Forcément, tu le devines assez facilement que c'est quelque chose qui a marqué Viktor Frankl dans sa vie et dans les camps de concentration. La Ouais. souffrance était omniprésente. Et en fait, ce qui, lui, en a ressorti, et donc forcément, il est peut-être aussi influencé par son expérience, il explique que la souffrance, c'est une partie de la vie qui est inéradicable. C'est-à-dire que on va toujours avoir de la souffrance. C'est-à-dire que même si tu vis dans les meilleures conditions, bah, tu vas potentiellement perdre tes parents. Il va y avoir qu'on explique, enfin, que ça soit le destin ou la mort, elle est présente. Et donc, elle amène toujours de la souffrance. Et en fait, il explique que sans souffrance et sans la mort, qui est liée au caractère humain de la vie ne pourrait pas être complète. C'est-à-dire que la mort fait partie du cycle de la vie et donc et la souffrance fait partie du cycle de la vie. Ok, je comprends et je comprends aussi le lien que tu fais avec le stoïcisme. Je pense notamment à Marc Aurèle et aux pensées pour moi-même de Marc Aurèle, les méditations en anglais. Exactement et notamment, du coup, Viktor Frankl pour appuyer un petit peu ce que tu dis, hein, sur le stoïcisme, Yes. il explique que le plaisir, c'est et ça doit rester un effet secondaire ou on va dire ce qu'on dit un by-product, donc une conséquence, de la vie et le plaisir est détruit en fait et gâché à partir du moment où ça devient un objectif en lui-même et que ça ne devient plus, juste un effet secondaire ou une conséquence. Ça veut donc dire que le, on ne doit pas aller dans une quête du plaisir, mais plutôt le vivre comme une conséquence des actions qu'on entreprend. Exactement. Et donc ce qui va complètement à l'encontre de l'hédonisme. Ce qui va complètement à l'encontre de l'hédonisme. Et comment tu résous du coup cette opposition entre les deux philosophies qui aujourd'hui te font hésiter? Personnellement, je suis plutôt mesuré, entre le stoïcisme et l'hédonisme, c'est-à-dire que je suis pas complètement, adepte de l'un ou de l'autre. Pour l'instant, je suis plutôt intéressé par la théorie et par, tous les principes de ces philosophies-là, mais pour l'instant, je prône plutôt, un équilibre, on va dire, entre les 2. Ok, mais c'est vrai que dans ce que tu évoques sur à la fois sur la mort et sur le plaisir, il y a la recherche du plaisir, la quête du plaisir. On est plus quand même sur une philosophie qui est celle du stoïcisme. Oui, Euh, j'ai une citation de Marc Aurèle là que j'ai sous les yeux, notamment sur la question de la mort. Je me permets de la lire. Bref, souviens-toi de ceci. Dans très peu de temps, toi et lui, vous serez morts et, bientôt après, rien, pas même votre nom, ne restera.
Et pour ceux qui ont lu les méditations, enfin en français, les pensées pour moi-même, on a beaucoup, ou même dans Épictète, on a beaucoup cette notion-là que le temps est défini, on est un point donné dans la continuité d'un infini qui s'ouvre à nous et d'un infini qui est passé, et que finalement on est juste une goutte d'eau sur cette échelle de temps, et on ne doit pas voir la mort comme étant, la mort et donc, et aussi la souffrance comme étant des oppositions, comme étant des Des choses à condamnations, éviter? ouais, comme étant des choses à éviter, merci beaucoup, comme étant des choses à éviter, mais plutôt comme étant ce que tu as dit, à savoir des parties de toute façon non négociables, entre guillemets, mais, ou du moins euh, non supprimables de la vie d'une façon plus générale. C'est ça, non négociable, c'est bien résumé. Et en fait, c'est là où la logothérapie s'éloigne un petit peu du stoïcisme, dans le sens où, comme tu disais, la pensée stoïque, on minimise souvent l'impact d'une vie à l'échelle globale, comme tu disais, hein, deux personnes, un jour elles seront mortes, elles auront plus leur mot à dire, etc. Et tout sera oublié. La logothérapie, elle prend en compte cette notion-là, mais elle le renforce par l'intérêt, du coup, à trouver un sens à sa vie et à accomplir quelque chose de son vivant pour s'épanouir tout en étant bien conscient de toute la souffrance qu'on peut ressentir dans une vie et de la mort et donc de l'état fini d'une vie. Et est-ce que tous ces questionnements, et toi plus particulièrement, étant donné que tu as cette recherche que tu disais, du moins cette approche, cette curiosité d'un point de vue philosophique, à la fois sur le stoïcisme et à la fois sur l'hédonisme, est-ce que toi, à titre personnel, tu as, je vais pas dire réussi à trouver un sens par cette lecture, mais est-ce que tu as des pistes sur le pourquoi du comment, et peut-être même si c'était pas une question forcément que tu te posais, mais dans le cas où ça l'est ou ça l'était, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui te paraît non pas clair mais un petit peu moins flou? Je pense que c'est en fait une philosophie qui m'a permis de nuancer et relativiser par rapport à mes occupations, à mes activités, etc. Et notamment ben, aux épreuves qu'on va affronter aussi dans la vie, hein. Euh, Ce qui est que je regarde plus en ce moment ce que je fais en me questionnant sur est-ce que cette chose que je fais, elle a un sens justement dans le cycle de ma vie. Est-ce que ça apporte du sens ou est-ce que justement c'est quelque chose qui n'apporte pas forcément de sens, qui n'a pas forcément de sens et à ce moment-là qui pourrait être superflu, qui pourrait être évité, quelque chose que du coup je n'aurais pas forcément à faire. Et par contre, à l'inverse, renforcer des actions, des activités qui pour moi auraient plus de sens dans ma vie. Ouais, mais tu vois, je me fais l'avocat du diable à nouveau, mais tu vois, il y a parfois un concours de circonstances qui fait que tu ne choisis pas forcément ce que tu fais. Alors, ça dépend évidemment le domaine, ça dépend évidemment l'ampleur de ce dont on parle, et j'irai même plus loin. Le fait que tu ne puisses pas choisir et que parfois tu doives subir, entre guillemets, certaines choses, ça rejoint finalement ce que nous dit Viktor Frankl en nous disant que ça fait partie de la question de la souffrance, de la question de l'obstacle et de la confrontation à l'altérité, qui finalement, quand bien même tu souhaiterais ne pas à avoir y faire face, te permettent d'aller plus loin dans la question du sens que tu donnes à ton existence. En fait, si tu veux, Viktor Frankl, il a une réponse à ça. Il explique qu'en effet, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. On parle de quelqu'un qui était dans des camps de concentration, donc tu parles de personnes humaines qui se retrouvent d'un seul coup enfermées et, euh, et qui n'ont pas forcément le pouvoir de s'en sortir. Et en fait, Viktor Frankl, il a une citation qui pour moi est la citation la plus importante du livre, qui est que tu peux enlever tout ce que tu veux à un individu, sauf une chose. La dernière des libertés d'un individu,
c'est de pouvoir choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance et de choisir son chemin. Et donc en fait, en effet, comme tu le disais, on va avoir des situations où on va avoir moins de contrôle, sur les choses. On va pas forcément pouvoir choisir exactement ce qu'on veut, mais notre liberté, notre dernière liberté, ça va être de pouvoir choisir l'attitude dans laquelle on souhaite affronter une épreuve ou, affronter une situation qu'on ne contrôle pas forcément. Moi, ça me fait vraiment penser à Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Alors, on n'est pas exactement là-dessus, mais c'est quand même, je trouve, On n'en est pas loin, on n'en est pas loin. on n'est pas loin. Ok, bref. Mais je pensais pas qu'on allait citer du Florent Pagny dans les book clubs, Ouais, moi non je plus, t'avoue. je m'y attendais pas, ça pop comme ça. Ok, tout ça, c'est très intéressant et effectivement, je comprends beaucoup mieux ce que tu évoquais au départ, à savoir que finalement, Viktor Frankl, il apporte donc une nouveauté dans la question de la recherche de sens au moment où le livre est écrit, qui est évidemment lié à son histoire personnelle. Je comprends aussi le lien que tu as fait avec les différentes philosophies, parce que c'est une posture évidemment philosophique de se dire, la dernière chose qui me reste, c'est de savoir comment moi je vais réagir et interpréter finalement la situation dans laquelle je me trouve. Est-ce que le livre en question, toi, tu le considères comme plutôt un livre de développement qui te permet de te questionner sur le sens de l'existence? Tu le vois plutôt comme étant un livre de philosophie, c'est-à-dire qu'on va questionner plus loin, entre guillemets, à quoi sert l'homme, quelle est mon altérité face à l'autre, ce genre de choses. Je te laisse peut-être conclure là-dessus. En fait, pour résumer, je pense que c'est un livre qui est à la fois je pense que c'est un livre qui est hybride parce qu'il est à la fois historique, il est à la fois psychologique. Je dirais pas philosophique, mais c'est vrai qu'il est psychologique parce que, comme je le disais dans la première partie, on va faire des constats, on va parler des camps de concentration, on va utiliser des exemples qui vont permettre de renforcer la théorie psychologique qui sera présentée dans la deuxième partie. Et dans la première partie, on va prendre bah voilà, des exemples de prisonniers. Il y a une anecdote qui m'a énormément marqué dans la partie logothérapie qui permet d'illustrer la logothérapie. C'est un prisonnier qui était dans le camp de concentration avec Viktor Frankl qui avait une information. On lui avait dit que les soldats américains allaient venir libérer les camps de concentration à une date précise. Je vais vous prendre le 13 avril au hasard. Et en fait, cette personne-là, elle arrivait à supporter toute la souffrance qu'elle subissait dans les camps de concentration parce qu'elle savait, elle avait en tête une date et elle attendait cette date à laquelle elle allait être libérée parce qu'elle était sûre d'être libérée. Et donc l'individu en question, il savait que il avait juste à survivre jusqu'à cette date et qu'il pourrait regagner sa liberté, etc. Et en fait, malheureusement, les Américains, ils sont pas venus délivrer le camp de concentration le 13 avril. Et donc, c'est quelqu'un qui se portait bien jusqu'au 13 avril. Et au moment où il a su, donc le 13 avril à 23h59, quand il a su que le camp ne serait pas délivré, il a perdu cet espoir qu'il avait, ce sens qu'il avait dans sa vie de supporter toute la souffrance à laquelle il était exposé au jour le jour, parce que son espoir a été complètement détruit. Et donc, les Américains, finalement, sont venus une semaine après ou 2 semaines après, il me semble, et ils ont libéré le camp de concentration. Mais malheureusement, du coup, cette personne-là, elle est morte parce qu'elle avait plus de raison, entre guillemets, valable pour supporter toute la souffrance qu'elle a supportée avant d'être libérée. Elle a perdu cet espoir-là. Et en fait, le livre de Viktor Frankl, je trouve que déjà dans le contenu, il a été énormément alors teasé, il a été énormément repris. Et donc, il n'y a pas une grande surprise dans le contenu, à part, voilà, comme je le disais, cette première partie historique. Et il y a une partie donc plus psychologique qui est quand même la fondation du livre hein, derrière et la fondation du travail de Viktor Frankl, qui reste assez théorique et un petit peu moins facile à lire parce que l'accent est fait énormément pour les psychologues ou les adeptes de la psychologie et donc forcément c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à lire, mais ça reste un livre au moins sur sa première partie qui est très intéressant
que je recommande vraiment à tout le monde et qui permet de proposer des exemples des principes de la logothérapie et qui en fait un livre référence dans ce domaine-là. Merci Gaëtan pour ce résumé. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez voir des sujets approfondis. On vous encourage à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming, à nous mettre les étoiles pour ressortir dans les référencements. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.